Thanksgiving avait toujours été sacré pour notre famille, même si, vivant à Paris, nous le célébrions comme une tradition adoptée qui nous unissait chaque année. La table de ma sœur Hélène était toujours couverte de plats mêlant le traditionnel américain à nos touches françaises. Une dinde accompagnée de gougères maison, une purée de pommes de terre côtoyant un saucisson d'Auvergne et une tarte au potimarron qui partageait l'espace avec un nougat précoce. Les histoires s'étiraient jusqu'au petit matin, les rires résonnant dans chaque recoin de son appartement de Saint-Germain-des-Prés. C'est pourquoi, lorsque maman m'a envoyé un message le lundi disant « On annule la réunion. Papa a eu un petit accident. Rien de grave, mais on préfère rester à la maison et se reposer. » J'ai ressenti une douleur immédiate. Ce n'était pas tant de la déception que de la solitude. Je me sentais déjà un peu distante de tout le monde ces derniers temps. Cela ne faisait que le confirmer. J'ai appelé pour prendre des nouvelles de papa. Mais maman a insisté sur le fait qu'il n'avait que quelques bleus et qu'il se reposait. « Tu nous manqueras cette année, Lucie », a-t-elle dit d'une voix douce. Je lui ai dit que je comprenais. Et je comprenais. Mais ça faisait mal quand même. Pour la première fois en 10 ans, je me suis retrouvée seule dans mon appartement du Marais pour Thanksgiving. J'ai préparé une tarte juste pour me sentir normale. J'ai mis le dîner de cons et d'autres films que nous avions vus ensemble tant de fois, essayant de prétendre que rien ne manquait. Mais quelque chose manquait. Quelque chose de plus que la dinde, la tarte et les jeux en famille. C'était ce sentiment d'appartenance. Et cette année, j'avais l'impression qu'on m'en avait silencieusement coupé. L'après-midi s'écoulait lentement, tandis que j'errais dans mon petit appartement. Les rues de Paris bouillonnaient de la vie normale d'un jeudi, indifférente à ma tradition importée. De ma fenêtre, je voyais le marché des enfants rouges rempli de gens, de familles et d'amis partageant des plats et des rires. Je me sentais étrangement déconnectée, comme si j'observais tout à travers une vitre. J'ai parlé brièvement à mes amies Camille et Sophie par téléphone. Elles m'ont invitée à les rejoindre pour dîner dans le quartier latin, mais j'ai décliné. Je leur ai dit que j'avais une migraine. En réalité, je ne voulais pas expliquer pourquoi je me sentais si vide de manquer une célébration qui n'était même pas la nôtre, que nous avions adoptée quand maman avait vécu 3 ans à Boston et était revenue amoureuse de cette tradition de gratitude. Je me suis préparé une petite omelette, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux et je me suis assise devant la télé avec ma tarte au potimarron maison. Je me suis souvenu comment grand-mère Madeleine critiquait toujours avec douceur cette invasion américaine, à notre table, mais était toujours la première à se resservir. Elle aurait eu 87 ans cette année. Peut-être que son absence avait initié cette séparation que je ressentais maintenant avec le reste de la famille. Mon téléphone a sonné vers minuit. C'était un message d'Hélène. « Ça va ? J'espère que papa se remet vite. » Je lui ai répondu par un laconique « Tout va bien, merci de demander. » Je n'en ai pas dit plus. Je n'ai pas mentionné la solitude, ni le silence de l'appartement. Je ne lui ai pas parlé de la tarte que j'avais à peine touchée. Je ne lui ai pas parlé du vide. Cette nuit-là, j'ai eu le sommeil agité, rêvant de longues tables où ma chaise était absente, de conversations qui continuaient fluidement quand je me levais, de rires qui n'attendaient pas que je sois là pour éclater. Je me suis réveillée en pensant à ce que maman avait dit sur l'accident de papa. Rien de grave. Mais quelque chose ne collait pas. Papa, à 67 ans, était toujours solide comme un roc. Chauffeur de taxi prudent depuis toujours, après 30 ans à sillonner les rues de Paris. Un petit accident n'aurait jamais suffi à annuler notre tradition la plus ancrée. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que la distance que je ressentais ces derniers temps me faisait chercher des significations cachées là où il n'y avait que des coïncidences. J'avais été si occupée par mon travail dans la maison d'édition, refusant les déjeuners de famille du dimanche pour des délais à respecter, manquant les anniversaires de mes neveux pour des voyages à des foires du livre, arrivant en retard au dîner de réveillon. Était-il possible que j'aie moi-même créé cette séparation ? Que pendant que je gravissais les échelons professionnels, ils avaient simplement appris à continuer sans moi ? Quand la nuit du jeudi est devenue le matin du vendredi, je me suis promis d'appeler papa directement, confirmer qu'il allait bien, récupérer un peu de la connexion perdue, mais d'abord, un café, et peut-être un rapide coup d'œil à Instagram, une habitude matinale que je ne pouvais pas briser, même des jours comme celui-ci. Le matin après notre non-célébration de Thanksgiving, j'ai ouvert Instagram en sirotant mon premier café. Je faisais défiler distraitement les publications d'amis avec leur famille quand je l'ai vu, l'incomparable salle à manger de ma sœur Hélène,
avec le centre de table que j'avais aidé à choisir l'année dernière, maintenant rempli de nourriture. Maman, papa, mes frères et sœurs, tous réunis, souriant dans des tons automnaux coordonnés. La description disait « La célébration parfaite, reconnaissante au-delà des mots ». Mon estomac s'est noué. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était peut-être de l'année précédente, mais non. C'était marqué « hier ». Mes mains tremblaient en faisant défiler les photos. Photos de groupe. Spontanées. Même Truffe, le chien de la famille, avait une place à table. Non seulement j'avais été exclue, on m'avait menti. Il ne s'agissait pas de la nourriture ou de la fête. C'était la trahison, la tromperie délibérée. Pourquoi me dire que c'était annulé? Pourquoi se donner la peine de faire semblant? Et pire encore, pourquoi aucun d'eux n'a-t-il ressenti le besoin de dire un mot à ce sujet? J'ai agrandi la première photo avec des doigts tremblants. Papa était là, sans aucun signe visible d'accident, levant son verre pour un toast. Hélène et son mari Xavier, mes neveux Martin et Clara, mon jeune frère Alexandre et sa copine Danielle. Même tante Isabelle était venue de Lyon. Tous souriaient, leurs visages illuminés par la chaude lumière des bougies que j'avais l'habitude d'allumer lors de nos célébrations. J'ai posé le téléphone face contre table, incapable de continuer à regarder. Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient célébré sans moi, c'est qu'ils avaient créé un mensonge élaboré pour me tenir à l'écart. Le prétendu accident de papa. L'annulation. Les expressions de regret au téléphone. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. La place des Vosges était calme à cette heure, avec quelques Parisiens matinaux promenant leurs chiens ou se rendant à leur premier rendez-vous de la journée. La vie continuait normalement tandis que mon monde s'effondrait en silence. Depuis combien de temps cela se passait-il? Était-ce la première fois qu'on m'excluait, ou simplement la première fois qu'il commettait l'erreur de le documenter sur les réseaux sociaux? J'ai repassé mentalement les derniers mois, cherchant des signes que j'aurais pu ignorer. Les appels qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Les regards échangés que je ne comprenais pas. Les réunions de famille improvisées dont j'apprenais l'existence des jours plus tard. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. « Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu aujourd'hui ?» Comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas participé à une farce cruelle. J'ai laissé le message sans réponse et je suis allée sous la douche, laissant l'eau chaude se mêler à mes larmes. Sous l'eau, les souvenirs affluaient. La première fois que nous avions célébré Thanksgiving, après le retour de maman de Boston. J'avais 15 ans et Hélène 18. Alexandre à peine 10. Nous avions décoré la maison avec des feuilles mortes ramassées au jardin du Luxembourg. Maman nous avait appris à préparer la farce pour la dinde et la sauce aux érelles. Papa avait acheté un vin spécial et nous avions trinqué aux nouvelles et anciennes traditions qui nous maintenaient unis. Nous serons toujours ensemble, avait dit papa ce soir-là. Quoi qu'il arrive, la famille passe avant tout. En sortant de la douche, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. 3 appels manqués d'Hélène. Un message d'Alexandre. On se parle plus tard? J'ai des billets pour le concert à l'Accor Arena samedi. Une normalité fabriquée. Comme s'il pouvait détecter que je savais quelque chose et essayer de me distraire. J'ai appelé ma seule confidente en dehors de la famille, mon amie Camille, avec qui je partageais un bureau à la maison d'édition. « Je ne comprends pas, Lucie », a-t-elle dit après m'avoir écoutée. « Ta famille m'a toujours semblé si unie. Tu es sûre qu'il n'y a pas une explication? Quelle explication peut-il y avoir pour inventer un accident et m'exclure délibérément ?» Camille est restée silencieuse un moment. « Tu leur as demandé directement? Comment pourrais-je les affronter? Qu'est-ce que je leur dis? Pourquoi avez-vous fait semblant que papa a eu un accident pour ne pas m'inviter à dîner? » Exactement ça, a-t-elle répondu fermement. Ils méritent de se sentir mal à l'aise pour ce qu'ils ont fait. Mais je ne pouvais pas. Pas ce jour-là. J'avais besoin de digérer ce que je ressentais, de comprendre l'ampleur de la trahison. Je suis sortie marcher dans Paris, sans but précis. Mes pas m'ont menée aux grandes serres du Jardin des Plantes, où nous venions en famille les dimanches de mon enfance. Je me suis assise près de l'étang, observant mon reflet fragmenté dans l'eau. Qui étais-je pour eux maintenant? La sœur occupée? La fille l'absente? La tante qui n'apparaissait qu'aux anniversaires et à Noël, toujours avec un cadeau cher pour compenser son absence? Je ne pouvais pas nier que je m'étais éloignée. Mon travail d'éditrice me consumait. Les manuscrits s'accumulaient sur mon bureau. Les auteurs avaient besoin d'une attention constante. Les foires internationales m'emmenaient à l'étranger pendant des semaines. J'avais choisi ma carrière, et peut-être qu'ils avaient choisi de continuer sans moi. Mais mentir,
C'était différent. C'était cruel. Quand je suis rentrée à la tombée de la nuit, sans avoir répondu à aucun message familial, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Hélène. J'ai laissé le répondeur se déclencher. « Lucie, c'est moi. Écoute. Je sais que tu as été occupée et on respecte ça. J'appelais juste pour savoir comment tu vas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé. Appelle-moi quand tu peux, d'accord? Je t'aime. » Sa voix semblait sincère. Mais les mots sonnaient creux après ce que j'avais vu. J'ai rouvert Instagram. Et j'ai de nouveau regardé les photos. Sur l'une d'elles, prise apparemment à l'insu des sujets, papa et maman étaient assis ensemble sur le canapé, regardant quelque chose sur le portable de maman. Leurs expressions étaient sérieuses, concentrées. Ça ne ressemblait pas au visage de quelqu'un qui profite d'une célébration parfaite. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose à l'arrière-plan de cette photo. Sur la table d'appoint à côté du canapé, presque hors du cadre, il y avait un dossier ouvert. Je ne pouvais pas distinguer le contenu, mais j'ai reconnu la couleur. C'était le dossier bleu où je gardais mes documents personnels. Celui que j'avais prêté à Hélène des mois auparavant lorsque nous préparions la présentation surprise pour le 70e anniversaire de papa. Un frisson m'a parcouru le dos. Je ne les ai pas appelés ce jour-là. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de rassembler mes forces, de comprendre ce que tout cela signifiait. J'ai pleuré. Je suis sortie faire de longues et amères promenades dans le froid automnal parisien, parcourant les rues du Marais jusqu'au boulevard Saint-Germain, revivant chaque interaction familiale de la dernière année, cherchant ce que j'aurais pu faire de mal. Je n'ai rien trouvé. Le ciel gris de novembre semblait refléter mon humeur, tandis que je marchais sans but sur la place de la Concorde. L'obélisque me regardait, impassible devant ma douleur. Je me suis assise sur un banc, épuisée par le poids de mes pensées. Un couple de personnes âgées est passé devant moi, bras dessus, bras dessous, riant doucement de quelque chose de privé. J'ai ressenti une pointe d'envie pour leur proximité. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé le répondeur se déclencher. Puis ma sœur Hélène m'a envoyé un message. « On peut parler ?» J'ai répondu avec une capture d'écran de la publication Instagram. 10 minutes plus tard, ils ont rappelé. Cette fois tous ensemble. Les voix se superposant, essoufflées et en panique. « Nous sommes vraiment désolés », a dit maman, la voix brisée. Ça ne devait pas se passer comme ça. Mon frère Alexandre a ajouté « C'était juste compliqué ». Mais aucun ne pouvait expliquer pourquoi j'avais été exclue. Ils ont supplié pour obtenir mon pardon, chaque excuse plus désespérée que la précédente. Et pourtant, rien n'avait de sens, jusqu'à ce qu'ils me racontent ce qu'ils avaient découvert. « Lucie », commença maman, sa voix tremblante. « Il faut qu'on parle en personne. On peut se voir aujourd'hui ?»« Non », ai-je répondu sèchement. « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. » Il y eut un silence gêné à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu Hélène prendre une grande inspiration. Après le dîner, en regardant des photos sur mon ordinateur portable, nous avons ouvert un dossier par accident, a expliqué Hélène. Un dossier privé que tu m'avais envoyé il y a des mois quand on préparait le diaporama pour l'anniversaire de papa. Mais ce dossier ne contenait pas que des photos. Il y avait des documents, des notes de ton journal, des emails que nous n'avions jamais vus. D'une manière ou d'une autre, j'ai sauvegardé le mauvais dossier quand tu me l'as envoyé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le dossier bleu, je l'avais vu sur la photo Instagram, sur la table d'appoint à côté du canapé. « Vous avez lu mes documents privés ?» ai-je demandé, sentant l'air me manquer. « Ce n'était pas intentionnel », est intervenu papa. Sa voix semblait plus vieille que dans mon souvenir. On cherchait plus de photos et les mots étaient là. On n'a pas pu s'empêcher de les voir. À l'intérieur, ont-ils expliqué, se trouvaient des fragments de ma vie que j'avais gardés secrets. Mes luttes avec la dépression, des notes de thérapie que j'avais copiées en guise de sauvegarde, même des messages que j'avais rédigés mais jamais envoyés. Des mots que je n'avais jamais eu l'intention qu'ils lisent. Des mots sur le fait de me sentir invisible, exclue, comme si je ne faisais plus vraiment partie d'eux. Dans tes notes, tu parlais de te sentir comme une étrangère, murmura Hélène, de ce que tu ressentais quand on annulait des plans à la dernière minute, de la douleur que tu as ressentie quand on ne t'a pas attendu pour commencer le dîner de réveillon l'année dernière. Je me souvenais de ces notes. Je les avais écrites après des séances particulièrement intenses avec ma thérapeute, le docteur Dubois. Elles étaient brutes, honnêtes, jamais destinées à d'autres yeux. « Et la lettre à maman ?» ajouta Alexandre d'une petite voix.
Celle que tu n'as jamais envoyée, où tu disais que tu sentais qu'elle préférait Hélène. Assez, ai-je interrompu. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. Je me sentais complètement exposée, violée dans mon intimité la plus profonde. En lisant ça, continua maman, ignorant ma demande, ça nous a frappés de plein fouet. Nous avons vu la douleur que nous avions ignorée, la lente disparition de ta voix dans les discussions de groupe, la façon dont tu ne te disputais jamais, ne te défendais jamais, parce que tu sentais que tu n'avais pas d'importance. Et votre solution a été de m'exclure du dîner de famille ? Ai-je demandé avec amertume. De me mentir sur un accident. Il y eut un autre silence. Puis Hélène, entre deux sanglots, expliqua. C'était mon idée. Nous avons lu tes notes mercredi soir. Nous étions dévastés. Nous ne savions pas comment t'affronter en sachant ce que tu ressentais, ce que tu pensais de nous. Papa voulait vraiment annuler, mais j'ai pensé qu'on pourrait utiliser le dîner pour parler de toi, de comment arranger les choses, comme une intervention, ajouta Alexandre, mais sans toi. Les pièces commençaient à s'assembler. Il ne m'avait pas exclu par cruauté, mais par lâcheté, par honte, par incapacité à affronter la vérité de mes sentiments. Les photos, commençai-je. Une terrible erreur, interrompit Hélène. Xavier les a publiées sans réfléchir. Il ne savait pas ce qui se passait vraiment. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Je suis restée assise en silence pendant qu'il parlait, mon cœur battant avec une intensité égale de rage et d'angoisse. Non seulement ils étaient tombés sur ma vérité, mais ils avaient orchestré l'événement exact qui prouvait chaque mot que j'avais écrit. Je le leur ai dit. Je leur ai dit ce que ça faisait d'être effacé. Il y eut des larmes, de tous les côtés. Hélène sanglotait ouvertement, s'excusant entre deux respirations. Mon père, habituellement sérieux et réservé, m'a dit « On t'a laissé tomber. On a échoué en tant que famille. » Et maman ? Elle a dit quelque chose qui ne me quittera jamais. Je ne savais pas que tu souffrais. Mais maintenant je le sais, et je ne regarderai plus jamais ailleurs. « On veut te voir, » a dit papa. « Aujourd'hui même. S'il te plaît. » J'ai accepté de les rencontrer. Non pas pour leur pardonner, mais parce que j'avais besoin de les regarder en face pendant que nous parlions de ça. J'ai choisi un lieu neutre, le café sur le toit du centre Pompidou, où le bruit ambiant nous forcerait à garder notre sang-froid. Ils sont arrivés tous ensemble, le visage sombre et les yeux rougis. Ils se sont assis en face de moi, une rangée de visages familiers qui semblaient soudain étrangers. Maman a essayé de prendre ma main, mais je l'ai retirée doucement. « Je veux que vous compreniez quelque chose. » Commençai-je, surprise par la fermeté de ma voix. Il ne s'agit pas seulement d'hier, il s'agit d'années à me sentir déplacée dans ma propre famille. Il s'agit de messages sans réponse et de plans annulés. Il s'agit de blagues internes que je ne comprends plus et de décisions prises sans me consulter. Ils ont hoché la tête, sans m'interrompre. Et puis, quand vous découvrez mes sentiments les plus intimes, au lieu de me parler directement, vous décidez de m'exclure complètement et de me mentir à ce sujet. Avez-vous une idée de ce que cela confirme ? De comment cela valide chaque insécurité que j'ai eue ? C'était une terrible erreur, a dit papa, la voix brisée. La pire que nous ayons commise en tant que famille. Je ne leur ai pas pardonné immédiatement. Je ne pouvais pas. La confiance ne se répare pas en une seule conversation. Mais pour la première fois, ils me voyaient, non pas comme la forte qui n'avait pas besoin qu'on s'occupe d'elle, mais comme une femme avec des besoins réels, de la douleur, et une voix qui méritait d'être entendue. Je leur ai parlé de ma thérapie, de comment le docteur Dubois m'avait aidé à reconnaître des schémas de comportement qui me faisaient me sentir invisible. Je leur ai parlé de ma peur d'exprimer mes besoins, de paraître faible ou exigeante. Je leur ai expliqué comment, chaque fois que je m'éloignais pour le travail, j'interprétais leur continuation normale comme un message qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Et eux, pour la première fois, ont vraiment écouté. Nous avons passé près de 3 heures dans ce café du centre Pompidou. Le soleil de novembre glissait lentement derrière les fenêtres, tandis que chacun, à sa manière, tentait de reconstruire les fragments de notre relation. Nous avons commandé plus de café que nous n'aurions dû, et, lorsque le serveur a commencé à nous lancer des regards impatients, nous avons payé l'addition et continué notre conversation en marchant sur la terrasse, avec Paris s'étendant à nos pieds comme une carte de souvenirs partagée. C'est là, avec la tour Eiffel veillant sur nous au loin, qu'ils m'ont expliqué plus en détail ce qu'ils avaient découvert dans mon dossier bleu. « Nous n'aurions jamais dû lire tes notes, »
commença Hélène, s'appuyant sur la balustrade. Mais quand nous avons vu la première page, nous n'avons pas pu nous arrêter. C'était comme si nous entendions enfin ta vraie voix, sans filtre. Ma mère, les mains tremblantes, ajouta « Il y avait une entrée datée du réveillon de Noël de l'année dernière. Tu décrivais ce que tu as ressenti quand tu es arrivé et que nous avions déjà commencé à dîner. » Je me souvenais parfaitement de ce moment. J'avais eu une réunion de dernière minute avec un auteur important, dont nous étions sur le point de publier le roman. J'avais à peine une demi-heure de retard, mais quand je suis arrivée chez mes parents à Neuilly-sur-Seine, tout le monde était déjà assis autour de la table. Ma chaise, vide, semblait un rappel de mon absence habituelle. Tu as écrit que tu avais l'impression que nous avions décidé que ça ne valait plus la peine de t'attendre, continua papa, la voix rauque. Que tu as pris un verre de vin et souri, mais qu'à l'intérieur, tu sentais que tu avais perdu ta place dans la famille. Une boule se forma dans ma gorge. C'était exactement ce que j'avais ressenti. Et puis il y avait tes notes de thérapie, ajouta Alexandre avec prudence. Où le docteur te demandait pourquoi tu disais toujours que tu allais bien, alors que ce n'était clairement pas le cas. Pourquoi tu ne demandais jamais d'aide? Le docteur Dubois, ma thérapeute depuis 2 ans, insistait toujours sur ce point. Mon incapacité à me montrer vulnérable, surtout avec ma famille. Vous construisez des murs avec des sourires, m'avait-elle dit une fois. Vous vous cachez à la vue de tous. Il y avait des listes, dit Hélène en me regardant droit dans les yeux. Des listes de toutes les fois où tu t'es sentie ignorée, des occasions où tu as essayé de partager de bonnes nouvelles et où tu as senti que personne n'écoutait vraiment. C'était vrai. Pendant des mois, j'avais documenté ces petits moments, la promotion que j'ai annoncée lors d'un repas de famille, pour que la conversation revienne immédiatement sur la grossesse de ma cousine Sophie. Le roman que j'ai édité et qui a gagné le prix Renaudot, mentionné brièvement avant de passer à la discussion sur la rénovation de l'appartement d'Alexandre. Les fois où j'arrivais en retard aux réunions de famille parce que le travail me consumait et personne ne demandait plus les détails, comme si ma vie professionnelle était une anecdote gênante sans importance. Et le pire a été de trouver ça, dit maman en sortant soigneusement un papier plié de son sac. J'ai reconnu mon écriture immédiatement. C'était une lettre que j'avais écrite lors d'une séance particulièrement intense avec le docteur Dubois. Une lettre que je n'avais jamais eu l'intention d'envoyer. « Je peux ?» demanda-t-elle en tenant la lettre. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de honte et de soulagement. Maman a lu à voix basse, les mots flottant au-dessus du bruit de la ville. « Chère famille, parfois je me demande si vous remarqueriez mon absence si j'arrêtais simplement de venir. Si les conversations continueraient à couler sans interruption, si les célébrations se poursuivraient sans pause gênante. Je suis devenue une visiteuse dans ma propre famille, une touriste qui vient avec des cadeaux chers pour compenser son absence. Et le plus triste, c'est que je ne sais pas si la faute est vôtre pour ne pas avoir insisté davantage, ou mienne pour m'être éloignée la première. » Sa voix se brisa sur la dernière phrase. Elle rangea la lettre avec soin, comme si c'était un objet fragile et précieux. « Quand nous avons lu ça, » continua papa, « c'est comme si quelqu'un nous avait giflé. Nous n'en avions aucune idée, Lucie. Nous pensions que tu étais occupée, heureuse dans ton travail, que tu préférais ton indépendance. C'est vrai que je me suis éloignée, ai-je finalement reconnu. Le travail est devenu mon excuse parfaite. Chaque fois que je sentais que je n'avais pas ma place, j'acceptais un autre manuscrit, un autre voyage, une autre foire. Il était plus facile d'être valorisé par des étrangers que de lutter pour ma place à la maison. Nous nous sommes assis sur l'un des bancs de la terrasse. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel parisien d'orange et de pourpre. À nos pieds, les lumières de la ville commençaient à s'allumer, une à une, comme les révélations qui illuminaient notre conversation. « Ce que je ne comprends pas, » dis-je après un long silence, « c'est pourquoi vous avez décidé de m'exclure du dîner au lieu de me parler directement. » Hélène et Alexandre échangèrent des regards gênés. « Nous avons trouvé tes notes la veille au soir, » expliqua Hélène. « Nous étions sous le choc, honteux. Papa voulait vraiment annuler le dîner, mais j'ai suggéré que nous le maintenions pour pouvoir parler tous ensemble de ce que nous avions découvert, de la façon dont nous pourrions arranger les choses avec toi. C'était lâche, admit Alexandre. Mais nous avions peur. Tes mots étaient si bruts, si honnêtes. Nous ne savions pas comment t'affronter en sachant ce que tu ressentais vraiment. Nous avons décidé qu'il nous fallait un plan, continua maman. Quelque chose de concret à t'offrir,
Pas seulement des excuses vides. Nous avons pensé utiliser le dîner pour parler entre nous, nous préparer. Et puis Xavier a publié les photos sans savoir ce qui se passait, ajouta Hélène, en parlant de son mari. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Les pièces s'assemblaient maintenant. Ils ne m'avaient pas exclu par cruauté, mais par peur et par honte. Ils avaient découvert ma vulnérabilité et n'avaient pas su comment la gérer. D'une certaine manière, leur réponse maladroite confirmait ce que je soupçonnais depuis des années, que nous ne savions pas vraiment communiquer. Dans tes notes, tu mentionnais que tu te sentais invisible, dit papa doucement, que quand tu parlais, tu sentais que personne n'écoutait vraiment. C'est comme ça que tu t'es sentie tout ce temps? J'ai hoché la tête, surprise par les larmes qui me revenaient aux yeux. J'avais passé tellement de temps à construire une image de force et d'indépendance que la simple question, la simple reconnaissance de ma douleur, suffisait à me faire m'effondrer. Le pire, dis-je finalement, c'est que je ne sais même pas quand ça a commencé. C'était si graduel. Un jour, j'étais une partie essentielle de cette famille, et le lendemain, je me sentais comme une connaissance, quelqu'un qu'on invite par obligation. Maman a pris ma main, et cette fois je ne l'ai pas retirée. Peut-être que ça a commencé quand tu as été promue rédactrice en chef, suggéra-t-elle. Nous étions si fiers, mais soudain, tu semblais avoir moins de temps. Nous avons commencé à faire des plans en supposant que tu serais occupée. Et puis, ajouta Hélène, quand tu annulais ou que tu arrivais en retard, nous nous sommes simplement habitués. Nous avons cessé de t'attendre pour commencer les dîners. Nous avons cessé d'insister quand tu déclinais les invitations. Nous avons construit des routines qui t'excluaient, conclut Alexandre. Non pas parce que nous ne voulions pas que tu sois présente, mais parce que nous supposions que tu avais mieux à faire. Le soleil avait complètement disparu derrière les bâtiments. Les lumières de la ville brillaient maintenant avec force, comme des étoiles tombées du ciel. Je suis restée assise en silence, digérant tout ce que je venais d'entendre, mon cœur battant d'un mélange de douleur et de colère contenue. Ils n'étaient pas simplement tombés sur ma vérité. Ils avaient orchestré l'événement qui prouvait chaque mot que j'avais écrit en privé. Je le leur ai dit. Je leur ai dit ce que ça faisait d'être effacée. Vous comprenez ce que vous avez fait ? Ai-je finalement demandé, ma voix à peine un murmure qui se perdait dans le vent de la terrasse. Vous découvrez mes sentiments les plus intimes, mes peurs les plus profondes, et votre réponse est exactement ce que je craignais le plus. M'exclure, me mentir, confirmer que je n'ai pas de place dans cette famille. Hélène sanglotait ouvertement, s'excusant entre des respirations saccadées. Alexandre regardait le sol, incapable de soutenir mon regard. Papa, toujours sérieux et contenu, fit quelque chose que je ne me souvenais pas l'avoir jamais vu faire. Il pleura sans essayer de le cacher. « On t'a laissé tomber », dit-il d'une voix brisée. « On a échoué en tant que famille. » Et maman, avec une intensité qui me surprit, prit mon visage entre ses mains et dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je ne savais pas que tu souffrais. Mais maintenant je le sais, et je ne regarderai plus jamais ailleurs. » Nous avons décidé de descendre du centre Pompidou. La nuit était complètement tombée sur Paris, et le froid s'intensifiait. Nous avons marché en silence le long des quais de Seine, témoins silencieux de notre procession familiale. Sur la suggestion d'Alexandre, nous sommes entrés chez Angelina, où l'odeur sucrée du chocolat chaud et des pâtisseries contrastait avec l'amertume de notre conversation. À une table du fond, loin de l'agitation des touristes et des Parisiens, nous avons continué notre mise au point. Ce qui me fait le plus mal, dis-je en remuant distraitement mon chocolat, c'est qu'aucun de vous ne s'en est rendu compte. Suis-je si douée pour faire semblant ? Ou est-ce que vous ne regardiez vraiment pas ? Les deux, répondit maman avec honnêteté. Tu as toujours été forte, Lucie, depuis toute petite. Quand Hélène pleurait pour une égratignure, tu te relevais et continuais à courir. Quand Alexandre avait besoin d'aide pour ses devoirs, tu avais déjà fini les tiens et tu proposais de l'aider. Tu as toujours été notre pilier. Et les piliers, ajouta papa, on les prend parfois pour acquis. Ils sont là, soutenant tout, et on oublie de se demander s'ils sont fissurés, s'ils ont besoin de renfort. Nous nous sommes habitués à ton indépendance, continua Hélène. Quand tu as commencé à t'éloigner, nous avons supposé que c'était ce que tu voulais, que tu étais devenu quelqu'un de trop sophistiqué pour nos dîners du dimanche et nos traditions. Ça n'a jamais été ça, ai-je répondu, sentant une boule dans ma gorge. Je me suis éloignée parce que je sentais que je n'avais plus ma place. Que mes histoires du travail n'intéressaient pas, que mes problèmes étaient insignifiants comparés aux grossesses,
aux hypothèques et aux vrais soucis des autres. « Tu te souviens quand tu as gagné le prix pour l'édition de Ombre de personne ?» demanda Alexandre soudainement. « Tu l'as mentionné pendant le déjeuner d'anniversaire de grand-mère Madeleine. » J'ai hoché la tête. Bien sûr que je m'en souvenais. C'était ma première grande reconnaissance dans le monde de l'édition, et j'avais à peine reçu un « c'est super » avant que la conversation ne tourne vers le possible Alzheimer de tante Isabelle. Ce soir-là, continua Alexandre, papa a acheté 3 exemplaires du livre. Un pour lui, un pour maman et un pour moi. Il nous a dit qu'on devait le lire, qu'on devait comprendre le travail de notre Lucie. Je regardais mon père, surprise. On l'a tous lu, confirma maman. Hélène a même fait un club de lecture avec ses amis pour en discuter. On était si fiers. Mais vous ne me l'avez jamais dit, murmurai-je. Parce qu'on supposait que tu le savais, répondit papa. Que tu n'avais pas besoin de notre reconnaissance, que tu avais assez de celle du monde littéraire. C'était comme si un mur invisible s'effritait entre nous. Tant de suppositions, tant de malentendus. Eux supposant que mon silence signifiait la force, moi interprétant leur distance comme un rejet. Et puis il y a les photos, dit Hélène en sortant son téléphone. Celles d'Instagram. J'ai ressenti une pointe de douleur en me les remémorant. Les sourires, la table parfaite, la famille unie sans moi. Regarde-les bien, insista-t-elle. Je pris le téléphone avec des mains tremblantes et commençai à faire défiler les images. Cette fois, j'ai remarqué des détails que j'avais ignorés dans ma douleur initiale. Les cernes de maman, le sourire forcé de papa, le fait que sur aucune photo il ne semblait vraiment apprécier le repas. C'était une farce, expliqua Hélène. Un dîner triste, où on a seulement parlé de combien tu nous manquais et de comment on avait permis que tu t'éloignes. Xavier a publié les photos parce qu'il pensait qu'on avait l'air d'une famille heureuse, ajouta-t-elle. Il ne s'est pas rendu compte qu'on était anéantis à l'intérieur. J'ai senti ma colère commencer à se dissoudre, remplacée par une tristesse plus profonde, plus mature. Nous n'étions pas des méchants et des victimes dans cette histoire. Nous étions des personnes imparfaites qui avaient laissé le silence creuser un abîme entre nous. « On t'a laissé tomber », répéta papa. « Mais pas parce qu'on ne t'aime pas, mais parce qu'on t'a aimé de la mauvaise manière. On t'a mise sur un piédestal au lieu de t'embrasser avec tes fragilités. Le chocolat avait refroidi. Dehors, Paris continuait son rythme nocturne, indifférente à notre petit drame familial. Par les fenêtres embuées d'Angelina, je voyais passer des groupes d'amis riant, des couples se tenant la main, des familles avec des enfants somnolents, des vies normales avec leurs propres secrets et silences. Je ne sais pas comment réparer ça, ai-je finalement admis. Je ne sais pas si on peut. Je crois qu'on a déjà commencé, dit Alexandre, nous surprenant tous. Mon petit frère, toujours le blagueur, l'insouciant, parlait maintenant avec une maturité inattendue. On parle, vraiment, sans filtre, sans supposer ce que l'autre pense ou ressent. C'est un début. Je veux que tu saches quelque chose, dit maman en prenant ma main sur la table. Quand on a trouvé tes notes, quand on a lu tes mots, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Pas à cause de la honte ou de la culpabilité, même s'il y en avait beaucoup, mais parce que ma fille souffrait et que je ne l'avais pas vue, parce que je t'avais manqué dans la chose la plus fondamentale, te voir vraiment. Ces mots se sont plantés en moi comme des fléchettes de vérité. Pendant des années, j'avais interprété leur distance comme de l'indifférence, alors que c'était peut-être juste un respect mal compris pour mon apparente indépendance. Et il y a autre chose que tu dois savoir, ajouta papa. Ce dossier, tes notes, on les a trouvées la veille du dîner. On a passé toute la nuit à lire, à pleurer, à faire face à nos erreurs. L'idée de devoir le lendemain, d'agir normalement, nous a semblé impossible. C'est pour ça qu'on a menti sur mon accident. C'était lâche, admit Hélène. Mais on était sous le choc. On avait besoin de temps pour digérer, pour comprendre comment on avait pu te laisser te sentir comme ça. Et puis, pendant le dîner, continua Alexandre, on n'a parlé de rien d'autre que de toi, de comment te récupérer, de comment te prouver que tu comptes pour nous. J'ai senti des larmes se former à nouveau. Toute la rage que j'avais ressentie en voyant ces photos, toute la trahison que j'avais perçue, se transformait lentement en quelque chose de plus complexe, de plus nuancé. Quand Xavier a publié ces photos sans savoir ce qui se passait, expliqua Hélène, j'ai failli m'évanouir. Je savais que tu les verrais. Je savais ce que tu penserais. Et tu avais raison.
murmurai-je. Je ne leur ai pas pardonné immédiatement. Je ne pouvais pas. La confiance ne se répare pas en une seule conversation, aussi honnête soit-elle. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'ils me voyaient, non pas comme la forte qui n'avait pas besoin d'attention, mais comme une femme avec des besoins réels, de la douleur et une voix qui méritait d'être entendue. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont essayé de se rapprocher. Des petits gestes, de longs messages, des invitations que je n'avais pas reçues depuis des années. Et lentement, j'ai laissé entrer une partie de tout ça. Nous nous sommes retrouvés pour un café au lieu de dîner formel. J'ai rendu visite sans attente. Nous avons recommencé, non pas de zéro, mais à partir de l'honnêteté. La première fois, c'était un café rapide avec Hélène dans une librairie café de Saint-Germain. Elle m'a montré de nouvelles photos de mes neveux et, pour la première fois depuis longtemps, elle m'a vraiment interrogée sur mon travail. Non pas par formalité, mais avec un intérêt sincère. Je lui ai parlé du manuscrit que j'éditais, un roman historique se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle m'a écouté sans m'interrompre, sans regarder sa montre, sans dévier la conversation vers ses propres problèmes. Quand nous nous sommes quittés, elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que nécessaire. « Tu m'as manqué », a-t-elle murmuré. « La vraie toi. » Avec Alexandre, c'était différent. Il m'a invité à un concert à l'Accor Arena, quelque chose que nous faisions souvent avant que la distance ne s'installe entre nous. Dans le métro en route pour la salle, il m'a avoué qu'il avait commencé une thérapie aussi. Après ce qui s'est passé, après avoir lu tes notes, a-t-il expliqué, je me suis rendu compte que je gardais trop de choses pour moi aussi, que je me cache aussi derrière des blagues et des sourires. Pendant le concert, entre deux chansons et sous les lumières stroboscopiques, il m'a regardé et a ajouté « Je t'ai toujours admiré, tu sais, ton indépendance, ta carrière. C'est peut-être pour ça que je ne me suis pas rendu compte que tu t'éloignais. Dans ma tête, tu as toujours été celle qui maîtrisait tout. Avec mes parents, le processus a été plus lent. Des décennies de schémas de communication ne changent pas du jour au lendemain. Nous avons commencé par des appels téléphoniques plus fréquents. Papa m'envoyait des articles sur des livres qu'il pensait susceptibles de m'intéresser. Maman a appris à demander « Comment vas-tu vraiment ?» au lieu de supposer que j'allais toujours bien. Un dimanche, près d'un mois après ce Thanksgiving révélateur, j'ai accepté leur invitation à déjeuner à la maison. Je suis entrée avec prudence, portant le poids de tant de souvenirs et d'attentes. La table était mise comme toujours, la nappe brodée de grand-mère Madeleine, la vaisselle du dimanche, le centre de fleurs que papa achetait religieusement chaque week-end. Mais quelque chose était différent. À côté de mon assiette, il y avait une enveloppe. « Ouvre-la après », dit maman en me serrant doucement l'épaule, en passant à côté de moi. Le repas s'est déroulé avec une nouvelle qualité d'attention. Ils m'ont interrogé sur ma semaine et ont écouté. Je leur ai parlé d'un auteur difficile et ils ont ri de mes anecdotes. Quand j'ai mentionné un possible voyage à la foire du livre de Francfort, au lieu de se lamenter de mon absence, papa a sorti une carte de la ville et s'est souvenu d'endroits qu'il avait visités dans sa jeunesse. Ce n'était pas parfait. Il y a eu des moments de silence gênants, des sujets que nous avons évités par peur de rouvrir des blessures. Mais c'était réel. Après le dessert, alors que nous prenions le café dans le salon, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite avec l'écriture cursive inimitable de ma mère, et autre chose, des fragments de mes propres notes privées, soigneusement collés à côté de réponses écrites par chaque membre de la famille. Là où j'avais écrit, parfois, je me demande si vous remarqueriez mon absence. Maman avait répondu « Nous remarquons ton absence chaque jour. Dimanche dernier, j'ai servi le café dans ta tasse préférée par habitude, même si je savais que tu ne viendrais pas. » Là où j'avais exprimé « Je suis devenue une visiteuse dans ma propre famille », Hélène avait ajouté « Tu ne seras jamais une visiteuse. Ce sera toujours ta maison, avec tes livres encore dans ta chambre, avec ta place à table que personne d'autre ne peut occuper. » À ma frustration que les conversations continueraient à couler sans interruption, Alexandre avait répondu « Les conversations continuent, mais elles ne sont jamais les mêmes sans ta perspective, sans tes histoires du monde de l'édition que j'admire tant. » Et à ma douloureuse question de savoir si la faute est vôtre pour ne pas avoir insisté davantage, ou mienne pour m'être éloignée la première, papa avait simplement écrit « La faute n'a pas d'importance, seul le chemin du retour compte. » Les larmes ont brouillé ma vue
alors que je tournais les pages. C'était comme un dialogue reporté pendant des années, un pont jeté au-dessus de l'abîme qui nous séparait. C'est notre tentative de répondre à ce que tu n'as jamais pu nous dire directement, a expliqué maman. De répondre aux questions que tu as gardées pour toi. J'ai levé les yeux vers eux, cette famille imparfaite qui tentait de réparer ce qui était cassé avec la même maladresse et la même sincérité avec lesquelles ils l'avaient endommagé. Merci, fut tout ce que je pus dire. Le Thanksgiving suivant est arrivé avant que je m'en rende compte. Cette année-là, il n'y a pas eu de faux-semblants, pas de mensonges polis. Ils m'ont demandé si je voulais l'organiser, et quand j'ai dit oui, ils ont écouté. Ils sont venus. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas apporté seulement de la nourriture ou des cadeaux, mais un désir sincère de reconstruire. Mon appartement du Marais, normalement un refuge de solitude, s'est rempli de voix et de rires. J'ai transformé mon petit salon en une salle à manger improvisée, joignant mon bureau à la table pour créer assez d'espace pour tout le monde. Hélène a amené ses enfants, qui ont couru avec enthousiasme dans tous les coins. Alexandre est arrivé avec sa copine Danielle et une bouteille de vin spécial. Mes parents sont arrivés tôt pour m'aider avec les préparatifs, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pendant que nous cuisinions, nous partagions les espaces et les conversations avec une nouvelle fluidité. Ce n'était pas parfait. Il y avait des moments où nous retombions dans de vieux schémas, des interruptions, des suppositions. Mais maintenant, quand cela arrivait, nous avions les outils pour le reconnaître, pour corriger le tir. Tu te souviens quand on a commencé cette tradition ? Demanda maman alors que nous épluchions des pommes de terre ensemble. Je venais de rentrer de Boston, obsédée par cette célébration américaine. J'avais 15 ans, me suis-je souvenue. Hélène se plaignait de devoir aider, et Alexandre voulait juste goûter la farce avant tout le monde. Et papa s'est mis en tête de trouver une dinde de la taille exacte, visitant 3 marchés différents, ajouta maman en riant. C'était étrange comme les souvenirs pouvaient être partagés et pourtant si différents. Là où je me souvenais de la distance, il voyait du respect pour mon indépendance. Là où il voyait de la force, je ressentais de la solitude. Pendant le dîner, j'ai levé mon verre pour un toast improvisé, aux traditions que nous adoptons et adaptons, ai-je dit, aux familles qui se brisent et se reconstruisent, au fait d'apprendre à nous voir vraiment. Les verres ont teinté, dans l'air chargé d'épices et de nouveaux départs. Les cicatrices étaient toujours là. Je pense qu'elles le seront toujours, mais j'ai arrêté de faire comme si elles n'existaient pas, et eux aussi. Parfois, la famille n'est pas une question de sang, mais de qui choisit de rester après vous avoir brisé le cœur. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, alors que je rangeais les assiettes et les restes, j'ai trouvé une note glissée sous un vase. C'était de papa, son écriture tremblante mais décidée. Ma fille, aujourd'hui, alors que nous étions tous ensemble, je t'ai observé quand tu pensais que personne ne regardait. J'ai vu comment tu souriais vraiment, pas ce sourire poli que tu utilisais comme un bouclier. J'ai vu comment tu parlais avec passion de ton travail sans t'en excuser. J'ai vu comment tu écoutais ta mère avec patience, même si elle répétait la même histoire qu'elle nous a racontée 1000 fois, et je me suis rendu compte de quelque chose d'important. Pendant des années, quand nous disions que tu étais la forte, ce n'était pas un compliment. C'était une façon de ne pas avoir à nous inquiéter pour toi. C'était confortable pour nous de croire que tu n'avais pas autant besoin de nous que nous de toi. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas vu la forte. J'ai vu ma fille, complète, complexe, avec ses fissures et sa lumière. Et je me suis senti profondément reconnaissant que tu nous aies donné une autre chance de te connaître vraiment. Merci de ne pas avoir baissé les bras avec nous, même si tu avais tout à fait le droit de le faire. Avec amour, papa. J'ai gardé la note dans mon dossier bleu. Le même qui avait commencé ce douloureux voyage abritait maintenant les premiers mots d'un nouveau chapitre. La guérison n'est pas un cercle parfait qui revient au point de départ. C'est un nouveau chemin qui se construit sur les ruines du précédent, en utilisant les décombres comme fondation. C'est apprendre que les personnes qui vous connaissent le mieux sont parfois celles qui peuvent vous blesser le plus, et aussi les seules capables de guérir ces blessures spécifiques. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans la lourde compagnie de mots non dits. Je n'avais pas tout pardonné, ni oublié, mais j'avais choisi la possibilité d'un avenir partagé plutôt que le confort de la distance, parce qu'à la fin, c'est le choix que nous devons tous faire avec ceux que nous aimons. Restons-nous, avec toutes les imperfections et les risques que cela implique,
Ou nous protégeons-nous dans la solitude d'attentes jamais communiquées? J'ai choisi de rester. J'ai choisi la tâche difficile, imparfaite et nécessaire d'être vue. Et eux, avec la même bravoure tremblante, ont choisi de voir.